Les mécaniciens de ce garage sont dans tous leurs états. Un certain nombre de conditions est posé pour quitter cet espace. Nous avons reçu cette sommation-là et je dis bien, on doit travailler, on doit apprendre, faire apprendre les enfants leur métier pour qu'ils n'aillent pas dans la mer ou bien dans le désert. Mais pour aller où? Mais je te le répète, pour aller où? Ce qui compte, c'est que les gens là sont déterminés à rester ici, puisqu'ils sont fait 25 ans ici. Alors donc, je ne dis pas qu'ils n'allont jamais quitter, mais le jour où ils vont quitter, ils vont trouver un terrain où il sera bien aménagé pour eux. Cette proposition n'est pas encore venue, donc jusqu'au moment où je vous parle, ils restent ici. Cette sommation est considérée comme la énième du genre pour ces mécaniciens. Il y a anguille sous roche. Si le supposé propriétaire de ce terrain estime qu'il est en règle, pourquoi pas aller voir le vendeur? Des syndicalistes jouent aux sapeurs pour trouver un consensus. Il y a un de leurs membres qui a osé, en tout cas, parler avec la justice jusqu'à prendre des engagements, alors qu'il n'a pas été mandaté. Parce qu'un mandat doit être écrit et personne ne peut prouver, ne peut nous amener un document dans lequel l'ensemble des membres de la structure a donné mandat à Sir Diallo. L'ancienne piste occupée par ces mécaniciens depuis plus de 22 ans, ces derniers ne comptent pas quitter ce garage alors que cet espace devrait être exploité à d'autres fins. Les pêcheurs de Han regrettent ce qui s'est passé en Mauritanie. Ils ont manifesté leur soutien à leur frère Guetndaria, blessé au cours d'un arraisonnement de leur navire. Ces pêcheurs ont fustigé l'attitude de l'honorable député Fatou Thiam, qui aurait demandé la démission d'Omar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Le coordonnateur des pêcheurs de Han, Ahmed Nian, réagit au micro de Mansour Sow. Nos voisins pêcheurs saint-louisiens ont été blessés par des gardes-côtes mauritaniens. Et vraiment, ce que nous ont fait très mal, même nous tous les acteurs. Donc vraiment on compatisse vraiment leur douleur envers eux. Bon, c'est malheureux parce que malheureusement, après cette déclaration, il y a l'honorable député Fatiam qui a dit que le président Macky Sall devait enlever M. Omar Gueye au secteur de la pêche. C'est ça qui nous a fait mal en tant qu'acteurs. Parce que la pêche, c'est nous les acteurs. Si le président n'avait pas envoyé quelqu'un qui va satisfaire la pêche, au lieu que quelqu'une ou quelqu'un vienne de dire ça, nous les acteurs, on va revendiquer ça. Mais malheureusement, et sur ça, on félicite le président Macky Sall et son ministre M. Omar Gueye. Parce que depuis qu'il est là, depuis que le président Macky Sall est là, ce qu'il a fait sur la pêche, il n'y a aucun président passé qui l'a fait. Je vous l'annonçais en début d'édition, l'épique du maire de Yoff à l'endroit de l'édile de Dakar fait sortir les partisans de Khalifa Sall de leur gants. Selon le premier adjoint au maire de la Médina, Khalifa Sall n'a pas de leçon à recevoir de Abdoulaye Diouf Sarr. Le responsable des jeunesses socialistes de Dakar croit que le maire de Yoff doit plutôt s'occuper de sa commune dont il peine à satisfaire les doléances. Elhaj Moussabé nous en dit plus. La réplique ne s'est pas fait attendre suite à la sortie du maire de Yoff dénonçant l'immobilisme du maire de Dakar, qui, selon lui, fait dans la politisation et la victimisation. On note une machination et une mesquinerie du régime du président Macky Sall à l'encontre de Khalifa Ababacar Sall. Parce que, comme vous savez, on le note ces derniers temps, une levée de bouclier des responsables de l'APR à l'endroit de Khalifa Sall. C'est juste parce qu'il fait peur. Et les échéances législatives approchant, la présidentielle qui se dessine et tout, donc il est sur les starting blocks déjà pour les législatives. Donc il faudrait que la majorité présidentielle puisse avoir un argumentaire à la fois même, parfois même fallacieux, à opposer à Khalifa pour pouvoir le déstabiliser. Le ministre est mal placé pour être un donneur de leçons, peste l'adjoint au maire de la Médina. Avant de balayer la porte d'à côté, il faudra balayer devant sa porte. Abdoulaye Diouf Sarr a des problèmes au niveau de sa commune, donc il n'a qu'à les régler. En tant que ministre de la bonne gouvernance, il devrait donner l'exemple. Au sein de son conseil municipal, il a des problèmes. Au sein de sa mairie, il a des problèmes. Donc, avant de parler de Khalifa Sall, il doit parler de lui. Sur le plan politique également, je pense qu'aujourd'hui, Khalifa Sall est mieux outillé que lui pour parler de politique.
En ce qui concerne les législatives, dont le responsable politique de l'APR se targue d'ores et déjà qu'elles sont acquises pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar, ces derniers lui donnent rendez-vous au soir du 30 juillet pour apprécier. Inch'Allah, les législatives pointent à l'horizon et on verra qui de Abdoulaye Diouf Sarr ou de Khalifa Sall les Dakarois choisiront. Parce que les Dakarois ont déjà choisi leur camp. Mais ils sont en train de se leurrer. Dakar a déjà fait son choix depuis 2009. Il a réitéré en 2014 et en 2017, sans aucun doute, les Dakarois et l'ensemble des Sénégalais feront confiance à la coalition que portera Khalifa Ababacar Sall. Donc eux, ils sont peut-être inquiets parce que tous les signaux indiquent une nette défaite de la coalition présidentielle. Toutefois, ces partisans du maire de Dakar n'ont pas manqué de rappeler l'implication du régime dans les démêlés judiciaires de Bamba Fall et Barthélémy Diaz. Abdoulaye Diouf Sarr refute toute ingérence du pouvoir et de son parti. Le Sénégal doit revoir sa politique diplomatique, c'est la conviction du porte-parole de la convergence Bokk Gis Gis. Moussa Diakhaté soutient que la défaite du professeur Abdoulaye Bathily à l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine est la conséquence d'une mauvaise politique diplomatique du Sénégal. Le journaliste Serigne Saliou Samb estime que le pays a beaucoup fait dans la diplomatie de l'indiscrétion, contrairement à ses rivaux, un travail de Codé Ndiaye. La défaite du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine n'est pas certes bien accueillie par ses observateurs de la scène politique. Toutefois, ils voient derrière cet échec une mauvaise politique diplomatique de l'État du Sénégal. Ce qui est important dans cet événement-là, c'est sans désoler en tant que citoyen sénégalais, mais inviter l'État aussi à revoir sa copie. Si le président Sall est lâché à ce point par ses pairs, notamment ses voisins immédiats, il y a de quoi s'alarmer. En tout cas, pour ceux qui criaient à tous bords que la diplomatie sénégalaise était la meilleure en Afrique de l'Ouest, voilà une défaite cuisante. Notre gouvernement a manqué de discrétion, mais aussi de réalisme. Parce que les relations internationales n'aiment pas le bruit. Or, dans cette affaire, non seulement, comme j'ai dit, le Sénégal a dormi très tôt sur ses lauriers, le Sénégal a fait beaucoup de bruit, le Sénégal a cru avoir le meilleur candidat, mais ou bien pire, le Sénégal a même sous-estimé l'adversaire. Autrement dit, le candidat du Tchad et le candidat du Kenya, c'est-à-dire les deux qui sont qualifiés au deuxième tour. Le fait marquant de cette défaite reste la non-adhésion de certains pays de la CEDEAO à la cause du professeur Bathily, ce que ces observateurs tentent d'expliquer par les relations qu'entretient le Sénégal et ses voisins. Nous avions constaté qu'il y a eu des moments très tendus entre le Sénégal et certains de ses voisins. L'épisode d'Ebola est là, avec la Guinée, avec la Mauritanie. Le Sénégal a intérêt à appliquer les recettes de Léopold Sédar Senghor, qui nous recommandait de faire ce qu'on appelle la diplomatie par cercle concentré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Sénégal doit d'abord avoir la paix, entre guillemets, de bonnes relations avec ses voisins immédiats, ensuite avec l'espace CEDEAO, ensuite avec l'Union africaine, avant de briller sur la scène internationale. Mais nous avons cru qu'il faut briller au Conseil de sécurité de l'ONU, peut-être se bomber le torse, montrer qu'on est là. Le candidat du Sénégal perd ainsi l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine avec au compteur 10 voix, une élection remportée au second tour par le Tchadien Moussa Faki Mohamed devant 4 autres candidats. Et on change de registre. L'exploitation des enfants à des fins commerciales, une réalité au Sénégal. Un projet de lutte contre ce phénomène vient d'être lancé dans le pays grâce au concours d'une ONG luxembourgeoise. Le directeur de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables confie que le dispositif juridique a été renforcé et les peines ont été corsées. Selon lui, l'abus sexuel des enfants est encore un sujet tabou au Sénégal. Il demande une plus grande sensibilisation auprès du public. Les précisions de Fatou Bintou Diagne. 2 millions d'enfants à travers le monde sont victimes de prostitution, de pornographie et de traite. Au Sénégal, l'exploitation sexuelle des enfants préoccupe les autorités. C'est un projet qui va intervenir au niveau de 3 axes, notamment la prévention, la protection à travers la prise en charge des cas et aussi la réinsertion sociale des enfants victimes
On veut sensibiliser le grand public, mais aussi des communautés et aussi des enfants eux-mêmes sur cette problématique. Qu'est-ce que c'est? Comment peuvent-ils se protéger? Parce que je pense que aussi les enfants eux-mêmes, ils peuvent devenir aussi des acteurs dans leur propre protection et aussi dans la sensibilisation de leur père. Il est difficile d'avoir des statistiques exactes, mais ce fléau prend de plus en plus de l'ampleur. Il est très difficile d'avoir des statistiques nationales. Nous avons des données éparses qui révèlent entre 250 et 500 enfants. Aujourd'hui, de manière systématique, on ne peut pas dire qu'il y a tant de cas d'enfants parce qu'il n'y a pas eu des enquêtes significatives sur la question. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres que nous avons comparés à la réalité sont exorbitants. Des mesures sont prises pour réduire cette exploitation, mais également le dispositif juridique est renforcé. Nous avons un plan d'action national de lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle. Ce projet de collaboration avec des acteurs communautaires, n'est-ce pas, vise à renforcer ce cadre que le gouvernement a mis en place. Nous avons un environnement juridique qui est extrêmement protecteur à travers la mise en place de lois, n'est-ce pas, qui renforce le dispositif de protection. Éradiquer l'exploitation sexuelle des enfants, c'est sensibiliser les enfants vulnérables et à risque, mais également les acteurs qui peuvent influer au changement. Et dans cette lutte, il faut aussi impliquer le secteur du tourisme. L'hôpital général de Grand Yoff s'est doté de 2 nouveaux ascenseurs afin de faciliter aux handicapés leur déplacement dans la structure sanitaire. L'administration de l'hôpital cherche ainsi à améliorer l'aménagement de leur site d'accueil. Ces appareils faciliteront l'acheminement des patients programmés pour le bloc opératoire. Solides et spacieux, ces ascenseurs de dernière génération répondent aux normes hospitalières. Voyons cela avec Ndeye Fatimlo. Désormais, il sera facile pour les personnes âgées et ceux à mobilité réduite d'accéder plus facilement aux services de l'hôpital général de Grand Yoff situé à l'étage. L'hôpital vient de se doter de 2 nouveaux ascenseurs où montent malades. Ces outils ont pour principale mission de faciliter l'acheminement des patients programmés au bloc opératoire, en plus de sécuriser les mouvements de transéa et d'exéa des malades. L'acquisition de ces infrastructures de dernière génération simplifie également le déplacement des personnes à mobilité réduite au niveau des services d'hospitalisation situés à l'étage. Ces 2 appareils en inox brossé remplacent l'ancien ascenseur de l'hôpital vieux de 33 ans. Ils répondent aux normes hospitalières requises. Donc cet appareil a été conçu suivant un cahier des charges établi par l'hôpital, bien sûr, sur lequel nous avons travaillé pour répondre au mieux à leurs demandes et même apporter des améliorations. Donc vous avez une cabine de type inox brossé. C'est un matériau bien sûr résistant, puisqu'il y a des lits qui rentrent, il y a des gens qui rentrent, c'est accessible à tout le monde, donc que ce soit résistant, solide, esthétique aussi, et en plus des matériaux qui résistent aussi, qui résistent à ce qu'on dit à la flore microbienne, parce que nous sommes dans un milieu hospitalier, donc c'est important d'avoir des choses qui soient propres. Ces 2 ascenseurs peuvent contenir chacun d'eux 21 personnes au maximum, avec des indicateurs de couleurs et vocaux. Les malentendants et malvoyants pourront l'utiliser facilement. De tout ce qui est contrôle de survitesse montée, survitesse descente, accélération, ouverture uniquement dans une zone décidée pour les portes et tout tas de sécurité. Vous avez aussi une synthèse vocale qui annonce aux gens s'il y a des malvoyants ou des sourds, vous avez des indicateurs donc vocaux pour les étages, l'ouverture de porte, fermeture de porte. Vous avez des indicateurs couleurs maintenant aussi pour la position de l'appareil, s'il est monté, s'il descend, à quelle position il est, où est-ce qu'il s'est arrêté. Ces nouveaux outils devraient améliorer la mobilité intra-hospitalière. Un moyen pour l'hôpital général de Grand Yoff de respecter la charte des malades. L'hôpital veut mieux prendre en compte les handicapés dans l'aménagement de ces sites d'accueil. Je le disais en début d'édition, c'était le 31 janvier 2001 que l'étudiant Balagay tombait lors d'une grève pour la défense de l'intérêt des étudiants. Aujourd'hui, 16 ans après, ses frères se souviennent de leurs camarades. Des prières ont été formulées pour le repos de son âme. À la même date, en 2012, l'étudiant Mamadou Diop perdait la vie lors d'une manifestation contre la candidature de Maître Wade. Plus jamais ça, martèlent les étudiants. Ababakar Sadir Top était sur place.
31 janvier, une journée noire pour le mouvement étudiant. Mamadou Diop en 2012 et Balla Gaye en 2001. Les étudiants se souviennent, ils ne veulent plus de violence à l'université. Étant donné qu'on a décidé d'arrêter la violence, on va continuer à faire tous nos combats, à régler ça de façon pacifique. Donc on va continuer à voir les autorités autour d'une table pour essayer de négocier avec eux pour qu'ils essaient de régler ça. Mais pour la violence, on arrête ça. Toutefois, les étudiants réclament justice. Ils ne demandent qu'une seule chose, et une seule, que la lumière soit faite sur ces cas et surtout sur celui de Mamadou Diop. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et l'université souffre toujours. Malgré que notre camarade est parti, nous on veut que la justice soit faite jusqu'à présent. Donc on demande à nos autorités de tout faire pour que ça soit réglé le plus tôt possible. On pense que si l'autorité voulait régler ça, ça serait fait depuis des années. Mais jusqu'à présent, il tarde à régler ce problème. Donc on pense que c'est un problème au niveau de l'autorité parce qu'ils peuvent tout régler normalement. Ce tableau rappelle bien comment Balla Gaye avait péri. C'était pour l'intérêt des étudiants. Récemment, un autre. Mamadou Diop rendait l'âme suite à un combat pour la démocratie. C'était le 31 janvier 2012. Parlons culture. Le ministre en charge de ce secteur s'est réuni ce matin avec la communauté culturelle et artistique du Sénégal. Objectif, faire le bilan des activités de l'année passée et décliner de nouvelles perspectives. Selon Madick Ndiaye, 2017 est déclaré par le chef de l'État année de la culture. Les acteurs invitent à cet effet les autorités à revoir leurs démarches et pour redresser le secteur paralysé par des lobbies. Les détails avec Djibi Sardioni. Ils étaient nombreux à venir répondre à l'invitation de leur ministère de tutelle. Les acteurs culturels et artistiques se sont réunis pour passer en revue les activités menées l'année écoulée et décliner de nouvelles perspectives. Des retrouvailles qui annoncent un nouveau départ. Nous allons innover pour faire en sorte que la culture soit mieux repositionnée dans le dispositif. C'est pourquoi nous avons invité toutes les associations identifiées à participer à cette réflexion. Pour dire que voilà les programmes que nous voulons faire, etc., etc. Voilà ce que nous pensons. En fait, au sortir de la réunion, peut-être nous aurons amassé un certain nombre d'idées, mais un certain nombre de programmes à mener durant l'année. L'année 2017 est décrétée année de la culture au Sénégal. Pour réussir ce pari, cet acteur culturel propose. Si on veut faire une année culturelle cinématographique, parce qu'il y a des jeunes, il faudrait que dans chaque région, qu'on essaie de former avec des formations très courtes, avec des scénarios, pour qu'on puisse sortir des films à la fin de l'année. Au cours de cette rencontre, des questions comme la gestion de la SODAV ainsi que la baisse des prix usuriers du Grand Théâtre se sont invités au débat. Les acteurs en ont profité pour inviter le ministre de la Culture à apporter des changements dans ce secteur afin d'optimiser la bonne marche des activités culturelles et artistiques au Sénégal. La 5e édition de la grande rentrée citoyenne est prévue le 2 février prochain. Le président de la République est l'invité d'honneur de cet événement. Objectif, sensibiliser les jeunes à plus s'orienter vers la voie de l'excellence et la citoyenneté. L'initiatrice indique que les jeunes doivent s'inspirer des personnalités du pays et apprendre à imposer leur marque. Un sujet de notre stagiaire Adjara Ndiaye. Initiée depuis 2012, la grande rentrée citoyenne célèbre ses 5 ans avec comme invité d'honneur le président de la République. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à s'engager en tant qu'acteurs de développement. Tous les jeunes qui vont suivre cet événement, qu'ils aient davantage confiance en leur potentiel. Et que les parents qui regardent aient davantage confiance en leurs enfants. Que les professeurs qui regardent aient davantage confiance en leurs élèves. Et qui se disent que ces personnes qui ont réussi, c'est parce que leurs professeurs les ont accompagnés. Donc eux aussi, pour qu'ils aient encore davantage envie d'accompagner les jeunes. Selon la directrice générale d'Intelligence Magazine, le chef de l'État évoquera les étapes marquantes avec les jeunes, les valeurs qui auront concouru à faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'idée, c'est de faire en sorte que son parcours soit mieux compris par les jeunes qui le regardent, certains qui l'admirent, pour leur dire que, attention, avant de devenir président, il y a eu ça et ça et ça, et lui-même, il va le dire le 2 février, il va le raconter aux jeunes, il va leur expliquer comment
il est devenu ce qu'il est devenu. Au-delà du côté politique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est la personne. Donc c'est le citoyen que nous invitons d'abord, le citoyen, comme nous avons invité d'autres citoyens avant le président. La 5e édition de la grande rentrée citoyenne sera l'occasion, selon Amissar Fall, de fédérer les forces de la jeunesse afin qu'ils s'impliquent davantage pour un Sénégal fort et uni, mais aussi faire comprendre à ces jeunes que les personnalités qu'ils admirent aujourd'hui ont à un moment de leur vie été confrontées à l'adversité. Allons à présent à Sadio, une commune située dans le département de Mbaké. Les populations exigent de meilleures conditions de vie. La localité ne dispose pas de routes bitumées, encore moins d'éclairage public. À cela s'ajoute le vol de bétail. Fort de ce constat, ses habitants demandent des solutions au plus vite afin de soulager leur calvaire. Un reportage de Abdoulaye Wanyanga. Pour relier la commune de Sadio, c'est la croix et la bannière. La route est dans un état de dégradation très avancé. Les populations de cette localité se plaignent de cette situation. Nous avons une route impraticable. Il faut que les autorités nous aident pour sa réhabilitation. Les habitants de cette commune à l'extrême est de la région de Diourbel sont également confrontés à des difficultés liées à l'accès à l'eau pour la culture maraîchère, d'où leur cri du cœur à l'endroit des autorités. Nous sommes des agriculteurs. Nous avons besoin de châteaux d'eau pour faire de la culture maraîchère. L'absence d'éclairage public plonge également la localité dans une insécurité totale. Problème électricité, courant bi manqué na fi lool. Nous sommes confrontés à des problèmes d'insécurité. On ne peut pas vaquer à nos occupations pendant la nuit. L'accès au financement pour les femmes de cette collectivité locale pose problème. Ces femmes n'ont jamais bénéficié d'un financement de l'État si l'on en croit cet habitant qui fustige cet état de cause. Les femmes de la commune sont fatiguées. Elles n'ont pas de financement pour faire des activités génératrices de revenus. La commune de Sadio se trouve à 9 km de celle de Taïf dans le département de Mbaké. Ici, les maux sont multiples et les populations interpellent les autorités pour la résolution définitive de la situation. Nous en venons à la page sport. Le dernier carré de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon est connu. Après la qualification du Ghana et de l'Égypte dimanche, aux dépens respectivement de la RD Congo et du Maroc, la première finaliste sortira de ce face-à-face ce mercredi entre le Burkina et l'Égypte, nous dit Sambou Biak. Après l'élimination des grands favoris du tournoi, la succession à la Côte d'Ivoire est désormais ouverte. Les rencontres du dernier carré sont indécises. D'abord, le Burkina Faso qui affrontera l'Égypte ce mercredi à Libreville et ensuite Cameroun-Ghana qui aura lieu jeudi à Franceville. Sous la houlette de l'Argentin Hector Cúper, les Pharaons devront toutefois se défaire des Burkinabés très costauds en quart de finale face à la Tunisie pour espérer atteindre le sommet de cette 31e édition. L'Égypte avait beaucoup souffert, faut-il le rappeler, avant de se défaire du Maroc qui a dominé la partie, mais butant sur le portier El Hadari qui a annihilé plusieurs occasions nettes de scorer. Les Pharaons ont donc arraché leur victoire miraculeusement dans les ultimes minutes sur un but de Mahmoud Karaba dans un cafouillage en pleine surface de réparation. L'entraîneur français Hervé Renard, qui a redonné une âme aux Lions de l'Atlas, n'a pas réussi à rééditer l'exploit réalisé avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Le Ghana, malheureux finaliste en 2015 face à la Côte d'Ivoire, doit battre le Cameroun qui possède un groupe très soudé et un gardien de but en excellente forme s'ils veulent disputer leur 9e finale de leur histoire et la 2e consécutive. Les Black Stars, qui ont confirmé le statut de grande nation de football, ont éliminé la République démocratique du Congo grâce à 2 réalisations des frères Ayou. Jordan a ouvert la marque d'un tir splendide et son aîné André a doublé la mise sur penalty. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que parmi ces rescapés, 3 ont eu une carte de visite plutôt impressionnante. Au regard de leur palmarès, voilà, il s'agit de l'Égypte, 7e champion d'Afrique, du Ghana qui a été sacré 4 fois et du Cameroun qui a aussi été couronné à 4 reprises. Le Burkina est sans doute le petit poussé de ce carré. Il s'agira pour les étalons de vaincre le signe indien Samboubiak. Face à ces nations qui apparaissent comme des dinosaures du football africain, le Burkina Faso, avec sa seule finale jouée et perdue en 2013, apparaît comme le petit poussé de ce carré magique. Un combat qui s'affiche de prime abord comme celui de David contre Goliath dans une configuration où le Burkina Faso se retrouve dans la posture du petit marteau face à 3 gros cailloux. Mais qu'à cela ne tienne, les Burkinabés ne devraient pas s'offusquer de ne pas être à ce stade de la compétition dans la peau des favoris. Bien au contraire, cela leur enlève la pression des épaules dans un match qui s'annonce comme une revanche de la CAN 98 où les étalons étaient tombés à domicile devant le même adversaire égyptien et au même stade de la compétition. Car en cas de victoire, ils créeront la sensation là où une défaite pourrait être vue comme un non-événement par les observateurs du football africain. Du reste, l'histoire retient que c'est David qui a vaincu Goliath et le souhait des Burkinabés qui ont du reste depuis longtemps fait leur adage africain selon lequel petit marteau casse gros caillou et que cette histoire de David se répète en leur faveur. En tout cas, beaucoup de leurs supporters ont la conviction intime que cette année est l'année des étalons qui ont déjà henni de façon retentissante dans cette jungle sans y laisser leur crinière. Une mission difficile mais pas impossible pour les protéger de Paulo Duarte. Et ils ont des raisons de croire en leur chance en raison des atouts dont ils ont su faire montre tout au long de cette compétition à travers leur force mentale, la maturité, la cohésion et la solidarité d'un groupe ou le collectif fait bon ménage avec certaines individualités. Pour le Burkina Faso donc, il s'agira de vaincre le signe indien, ou plutôt le signe égyptien. Le trio d'arbitres sénégalais dirigé par Malang Diédhiou, assisté de Djibril Camara et de l'Haj Malik Samba, a été désigné pour officier mercredi la première demi-finale de la CAN 2017, un match qui met aux prises le Burkina et l'Égypte, auteur de performances abouties dans cette compétition. La commission des arbitres de la CAF n'a pas hésité à faire appel à leur service. Le point, Papa Al-Sanjay. Le Sénégal sera représenté en demi-finale de la CAN 2017 par son trio arbitral composé de Malang Diédhiou et de ses assesseurs Djibril Camara et El Hadj Malik Samba. Auteurs de prestations remarquables lors des 2 matchs qu'ils ont déjà eu à officier, notamment Égypte-Ouganda et Togo-RDC, la commission des arbitres de la CAF, par l'intermédiaire de son président, a estimé que ce trio arbitral fait partie de ce qui se fait de mieux en Afrique. Pourtant, Malang Diédhiou et ses hommes ont bien failli ne pas faire partie de l'aventure des demi-finales, puisque leur départ du Gabon avait été programmé après la qualification des Lions pour les quarts. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'élimination par la suite de l'équipe nationale a permis leur maintien pour le reste de la compétition. Déjà présent à Rio pour les Jeux Olympiques d'été en 2016, Malang Diédhiou fait partie, à n'en pas douter, des tout meilleurs sifflets du continent en compagnie du Gambien Gassama qui dirigera l'autre demi-finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur DTV avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de journal. Le roi du Maroc de retour à l'Union africaine après 33 années.